Plongé au cœur du monde mystique de l'Afrique du Sud. Une terre d'extrêmes où de hauts sommets dénudés succèdent à des prairies foisonnantes et ondulantes. Des géants jaillissent dans le ciel et les plus vulnérables cherchent un abri. Les vastes chaînes montagneuses représentent un danger constant et un défi quotidien. Mais pour ceux qui arrivent à s'adapter, c'est le paradis. Pourtant, même pour les plus robustes, la vie n'est pas un long fleuve tranquille dans le Drakensberg, rempart de lance. Les Zoulous qui vivent à l'ombre de cette chaîne montagneuse orientale l'appellent Ukalamba, le rempart de lance. En arrivant sur leur char à bœufs, les premières colonies néerlandaises l'ont baptisé Drakensberg, la montagne du dragon. Ces deux noms sont encore utilisés aujourd'hui, mais la plupart des Sud-Africains l'appellent simplement la montagne. Quel que soit son nom, la majestueuse chaîne montagneuse qui matérialise la frontière entre le KwaZulu-Natal et le royaume du Lesotho est l'un des paysages les plus impressionnants d'Afrique du Sud. Le massif du Drakensberg s'étend sur plus de 900 km au sud de l'Afrique. Il est composé d'escarpements de quartz, de pentes recouvertes d'herbes et de 3 km de tours rocheuses telles une cathédrale. De dangereux orages peuvent éclater à tout instant. Et une immense chute d'eau jaillit à 900 mètres du haut de ces falaises. Au relief accidenté des montagnes se mêle une exceptionnelle beauté naturelle. La survie ici nécessite des facultés d'adaptation afin d'utiliser la montagne à son avantage. Les températures tombent souvent en dessous de zéro durant la nuit, et pour ses habitants, le soleil levant sonne la mise en route de leur corps. Le Drakensberg abrite de nombreuses espèces d'oiseaux de proie. Ils tournoient au-dessus des montagnes et planent sur de longues distances le long des falaises et des sommets. Mais une espèce a besoin d'un peu plus d'aide pour prendre son envol. Le vautour du Cap n'est pas un lève-tôt. C'est l'un des charognards les plus répandus dans cette montagne. Il n'apparaît que lorsque le soleil pointe bien au-dessus de l'horizon et quand les vents sont assez forts pour le porter. Très sociable, il niche et perche dans de grandes colonies le long des falaises, où il attend les premiers courants pour rejoindre le sommet de la montagne. Par temps clair, il est incapable de s'envoler. Avec ses 10 kilos, il est tout simplement trop lourd.
Mais quand les conditions sont réunies, il s'élance au-dessus des falaises. Il se sert des courants ascendants qui apparaissent lorsque le vent souffle sur la crête des montagnes et va et vient pour gagner de la hauteur. Une fois élancé, le vautour bat très peu des ailes. Ses muscles sont tels qu'il est capable d'immobiliser ses ailes pour les garder étendues dans une position ascendante des heures durant. En utilisant les courants, il réduit ses nécessités de battre ses énormes ailes mesurant 1 mètre de long et utilise ainsi 3 fois moins d'énergie. Les vautours descendent et montent avec si peu d'efforts qu'ils peuvent parcourir 150 km par jour lorsque les conditions sont favorables. Ces charognards se nourrissent principalement de carcasses. Lorsqu'ils recherchent de la nourriture, ils forment un commando dans le ciel afin de couvrir de grandes zones et localiser une carcasse exploitable. Ceci implique de parcourir de très longues distances. Quand un repas potentiel est repéré, les vautours du Cap fondent sur leur proie en dessinant des cercles sur un rayon de 4,5 km et parcourent 300 mètres jusqu'au sol en moins de 6 minutes. Ces lourds rapaces ont évolué pour utiliser les courants ascendants et les dérives thermiques engendrées par la chaleur du soleil afin de maîtriser le ciel au-dessus du Drakensberg. Les vautours du Cap sont l'une des nombreuses espèces qui prennent leur envol entre les cimes. Les lammergeiers, les aigles noirs et les busards vivent tous ici. Pour bon nombre d'entre eux, la montagne représente une menace constante. Alors qu'à l'aube, les rochers se réchauffent, les reptiles au sang froid utilisent la chaleur du soleil comme source d'énergie. Les affleurements rocheux du Drakensberg offrent un véritable refuge pour les lézards et un lieu idéal pour paresser. Les lézards contrôlent la température de leur corps grâce au processus de thermorégulation. Ils se servent de l'environnement pour augmenter et baisser la température de leur corps. Soit en se prélassant en plein soleil, ou en trouvant abri sous un rocher. Les montagnes abritent certaines espèces hors du commun. Ces cincidés mouchetés de roches semblent apprécier leur bain de soleil malgré la menace qui pèse sur eux. La paupière inférieure transparente des lézards leur permet de voir malgré leurs yeux fermés. Cette adaptation de l'évolution protège les yeux de ces cincidés et les protège des prédateurs. L'art du camouflage est crucial lorsque vous devez rester dehors de longues heures et que vous êtes incapable d'opérer un rapide repli stratégique.
Cela permet à la gamme des roches du Sud de se fondre dans le décor et d'être invisible depuis le ciel. Les lézards du Drakensberg ne sont pas les seules créatures à dépendre du soleil. Un serpent roi se réchauffe dans la prairie. Son sang étant froid, il doit se réchauffer avant de s'adonner à ses activités reptiliennes. Comme par exemple, chercher de quoi manger. En s'exposant de cette façon, il doit maintenant parvenir à un équilibre entre la chaleur engrangée au soleil et le vent glacial qu'il subit. Le jour commence tout doucement. Un serpent froid est incapable de chasser. Il se nourrit principalement de petits mammifères à sang chaud, comme les rats, les souris et les taupes. Il n'est pas venimeux. En revanche, il enserre ses proies de ses puissants muscles jusqu'à bloquer leur circulation sanguine. Une fois ses batteries rechargées, ce serpent d'1 mètre de long se met à la recherche de son déjeuner. Il faut exploiter la chaleur du soleil tant que cela est possible. En montagne, le temps peut très vite changer. À cette altitude, les nuits et les jours peuvent être très froids et les températures descendent souvent en dessous de 0. Pour survivre ici, il est fondamental de réguler sa température. Le daman du Cap vit en colonie pouvant aller jusqu'à 25 individus parmi les rochers et les blocs du Drakensberg. Et il n'y a rien de plus réjouissant qu'un bain de soleil. Une fois réchauffée, la colonie commence à se nourrir. La montagne leur fournit toute la nourriture dont ils ont besoin. Mais les jours de chaleur, les prédateurs patrouillent dans le ciel au-dessus du Drakensberg. Les damans sont vulnérables, mais ils sont toujours vigilants face au danger. L'aigle noir plonge. Plus il y a de perdus, mieux c'est. En montagne, le travail d'équipe peut vous sauver d'un destin funeste. La vie en groupe fournit aux damans la sécurité dont ils ont besoin pour survivre sur les pentes du Drakensberg.
Néanmoins, tous les mammifères du Drakensberg n'ont pas choisi la vie en communauté comme moyen de survie. Certains ont fait le choix d'une vie de solitude, avec l'obscurité comme seule couverture. Dans les prairies plus bas, l'un des habitants les plus secrets de ces montagnes se réveille. Une gerboise. Mesurant environ 6 cm, elle est minuscule. Vivant à l'ombre de la montagne, elle habite la savane et se nourrit de graminées. Une longue queue préhensile et des doigts spécialement adaptés lui permettent de grimper aux tiges afin d'atteindre les succulentes graines qui se trouvent à leurs extrémités. Dans ce vaste environnement, elle peut facilement passer inaperçue. Mais le Drakensberg a vécu le pire comme le meilleur tout au long de son histoire. Pour comprendre comment cette chaîne montagneuse est née, il faut remonter à 3 milliards d'années, quand cette étendue de terre faisait partie d'un supercontinent appelé Gondwana. Les scientifiques pensent qu'en ce temps-là, un gigantesque lac recouvrait la base de granit sur laquelle la montagne repose. Pendant des millions d'années, le ruissellement a charrié du sable et de la boue dans le lac, formant des couches de sédimentation qui ont durci sous le poids de l'amoncellement. Ce processus a duré jusqu'à il y a plusieurs centaines de millions d'années. Les couches de sédimentation les plus récentes sont visibles à présent dans les falaises à la base du massif montagneux du Drakensberg. Puis, il y a 160 millions d'années environ, une gigantesque pression au plus profond de la Terre a causé la fracturation du Gondwana. La lente dérive des plaques tectoniques a formé les continents que l'on connaît aujourd'hui. Pendant cette période de grands changements, d'importantes coulées de lave se sont immiscées dans les fractures de la croûte terrestre, durcissant sous forme de couches de basalte. Pendant environ 20 millions d'années, les dépôts de basalte se sont superposés pour atteindre 1,5 km d'épaisseur sur le grès inférieur. Le résultat est majestueux. Lorsque les coulées de lave ont cessé, cela a stoppé l'édification de cette extraordinaire chaîne montagneuse. C'est alors qu'un long processus d'érosion a commencé. Le long des escarpements, l'érosion suit souvent les tracés de fractures qui se forment au plus profond de la roche. Les rochers s'effritent le long de ces plans, dessinant de grandes falaises avec des formes de visages qui s'étendent parfois sur une ligne droite de plusieurs kilomètres. Plus haut, la plupart du basalte a déjà été érodé par le temps et les éléments. Blocs et plaques ont été dépouillés, puis pulvérisés à travers les siècles d'intempéries ou avalés par les profonds ravins du Drakensberg. À présent, seules d'imposantes cimes subsistent, une chaîne de sentinelles qui surveille la plaine. Les débris issus de ce long processus ont été transformés en terre noire qui se trouve sous les pâturages recouvrant ces pentes.
De tout point de vue, ce rempart de lance porte les cicatrices des forces telluriques qui l'ont façonné à travers les âges. Mais le Drakensberg a aussi une force et un impact sur le paysage environnant. Pour cette raison, il est aussi connu sous un autre nom, le créateur de rivières. Une pluviométrie élevée combinée à un hiver neigeux et des rochers de basalte poreux font du Drakensberg le plus important bassin hydrologique d'Afrique du Sud. D'ailleurs, plusieurs fleuves importants y prennent leur source, dont 2 des plus longs d'Afrique du Sud. À l'ouest, l'Orange, long de 2200 km, se jette dans l'océan Atlantique. Et à l'est, le Toukela, long de 500 km, qui coule dans le sens opposé avant d'atteindre la côte est. En un an, plus de 2000 mm de pluie peuvent tomber sur les hauts plateaux. 4 mois dans l'année, la neige recouvre les ravines protégées et les pentes exposées au sud. Les brumes enveloppent les cimes. De forts vents battent leurs sommets et des orages torrentiels éclatent régulièrement pendant les mois d'été. La pierre angulaire du Drakensberg déborde et coule de la montagne. Il n'y a rien de plus impressionnant que les chutes de Toukela. Avec un dénivelé de 947 mètres, ce sont les chutes les plus hautes d'Afrique et les 2e les plus hautes du monde. Elles sont si hautes qu'une partie de l'eau qui atteint le sol se transforme en brouillard et disparaît dans les airs. Depuis toujours, les rivières du Drakensberg portent la vie malgré des conditions hostiles. Les grenouilles de rivière sont habituées au froid. Elles vivent dans les cours d'eau à haute altitude. Certaines même passent les mois d'hiver à l'abri sous une couche de glace. Les crabes d'eau douce se reproduisent avec succès, peuplant les cours d'eau. Et l'abondance de cette nature attire les visiteurs. Une cigogne noire se nourrit le long de la rivière sur le haut plateau. Ces oiseaux migrateurs sont attirés par les montagnes quand ils se dirigent vers le nord. Une spatule d'Afrique provient également des plaines, plus bas. Ces riches terres fertiles lui offrent de la nourriture en abondance, grenouilles et crabes étant ses mets favoris. C'est l'arrêt parfait pour se ravitailler sur son calendrier migratoire. Les cours d'eau descendent la montagne et se dispersent finalement dans les vastes prairies entourant ces cimes. Même si elles ont l'air d'une masse homogène,
ces plaines sont en réalité un mélange incroyable d'espèces diverses. Ces prairies montagnardes jouissent d'une biodiversité exceptionnellement riche, permettant au Drakensberg d'être classé site du patrimoine mondial par l'UNESCO. Le nombre total d'espèces végétales répertoriées représente 1/10 de toutes les espèces d'Afrique du Sud. Et étonnamment, 13% de ces espèces n'existent nulle part ailleurs. Les prairies foisonnent de vie. La vaste étendue de terre située au pied de l'imposant massif du Drakensberg abrite une faune aux formes et aux tailles des plus diverses. Chaque espèce s'est adaptée pour tirer le meilleur parti de ce que la nature lui offre. Mais pour ce faire, elles doivent parcourir de longues distances lorsque les ressources et la nourriture sont éloignées. Les chacals à dos noir se nourrissent des vies que la montagne prend. Ils récupèrent les carcasses. Pour une famille, la recherche de nourriture commence dans les prairies ouvertes. Après avoir passé une nuit glaciale abritée dans les grottes sans fin ou sur les dévers des montagnes, ce groupe de babouins chacma est descendu pour se nourrir. La famille se déplace en groupe et les plus petits sont portés. Mais dans la plaine, ils sont tous vulnérables. L'immensité de la plaine les expose, car les prédateurs aériens du Drakensberg représentent une menace constante même pour ces poids lourds. Cependant, les babouins sont des opportunistes et ce matin clair les attire hors de leur demeure nocturne. Les babouins chacma s'adaptent parfaitement et sont capables de survivre dans différents habitats. La clé de leur succès dans le Drakensberg, c'est qu'ils ne font pas la fine bouche. Leur diète est composée de tout ce qui est comestible. Quand ils cherchent à manger, ils utilisent leurs doigts pour creuser le sol dur afin d'atteindre les racines de plantes nutritives, les bulbes ou les vers. Cette technique leur a permis d'assurer leur survie dans ce paysage aride. Ces prairies attirent aussi les visiteurs qui viennent de loin. Ces cigognes blanches ont passé l'été et la période de reproduction dans certaines parties d'Europe centrale et méridionale, au Moyen-Orient et en Asie. Quand l'hiver arrive, elles entreprennent une impressionnante migration à travers l'immensité du Sahara, avant de finalement s'installer à l'ombre des lances du Drakensberg. La cigogne blanche est un oiseau principalement carnivore. Elle consomme une grande variété de proies dont des serpents, des grenouilles, des insectes et à l'occasion, certaines espèces de rongeurs.
Il non plus ne fait pas la fine bouche. Presque tout lui convient. Cela lui permet de survivre grâce aux maigres offrandes du Drakensberg. La cigogne blanche est un oiseau de caractère, mais il n'est pas le seul à être attiré par le Drakensberg. En bas des plaines, de gros ruminants se rassemblent. Mais ils paraissent minuscules dans ce paysage. Les gnous noirs migraient autrefois par milliers à travers la région. Mais l'activité humaine les a confinés au territoire du Drakensberg. De petits troupeaux parcourent les pâturages et les plateaux pour paître. Ces survivants sont solides. Leur épais manteau sombre les protège mieux du froid que leurs cousins, les gnous bleus. Ils sont donc plus résistants. Ils n'ont besoin que de très peu de protection pendant la saison froide à cette altitude élevée. Malgré l'abondance qu'offre la terre du Drakensberg, les règles de la savane africaine s'appliquent aussi ici lorsqu'il s'agit de territoire. C'est le principal objet de discorde pour les mâles gnous. Leurs territoires doivent être à la fois source de nourriture, d'eau, et doivent fournir un sol ferme durant les pluies. La compétition pour de tels privilèges est rude. Les individus dominants devront régulièrement faire usage de leurs cornes pour repousser les prétendants. Les combats sérieux, quoique rares, peuvent avoir une issue fatale. Il semble que ces deux-là n'iront pas jusque-là. Avec tant de ruminants en compétition pour cette succulente herbe grasse de montagne, certains ont dû se résoudre à trouver un territoire plus haut. L'antilope grise vit sur ces pentes abruptes. Son évolution l'a conduite à survivre ici en se nourrissant d'herbes qui seraient inaccessibles ou rédhibitoires pour la plupart des autres antilopes du Drakensberg. L'antilope grise vit dans les zones les plus arides du Drakensberg, où certaines des premières espèces à s'y être installées continuent de prospérer. L'une des premières formes de vie qui s'est développée a eu une influence durable. L'arrivée du lichen constitue une étape essentielle dans la colonisation de la roche nue. Alors que la terre s'entassait dans les fissures des rochers, des restes de lichen morts ont commencé à s'accumuler et des plantes plus grandes en ont résulté.
Quand ils colonisent une roche, ils la fendent encore plus et ils ajoutent leur propre corps mort à la pile. Créant de la terre dans laquelle des graines de petites plantes seront en mesure de prendre racine et pousser. Mais l'ensemble du processus commence avec l'humble lichen. Et sans lui, le Drakensberg aurait une toute autre apparence. Partout sur ce territoire, la faune et la flore s'est adaptée pour survivre à des conditions extrêmes. À cette altitude élevée, le sol est comme une éponge sèche. Cela l'empêche de geler quand le froid est sévère. Au-dessus de la limite arborée, les plantes survivent car nombre d'entre elles ont des racines et des bulbes souterrains. Pendant ce temps-là, en aval, une experte borde les ruisseaux et les rivières qui descendent de la montagne. C'est la mousse, et elle est parfaitement adaptée à son environnement humide. Faisant partie d'une ancienne lignée, elle fait partie des premières plantes à avoir colonisé les massifs montagneux. À l'instar du lichen pionnier. Elle prospère idéalement sur les parois rocheuses humides et ombragées du Drakensberg, qui est son habitat favori. Et elle constitue également une cachette parfaite pour un chasseur. Le cobra du Cap se sert de son environnement comme camouflage. Seule sa respiration le trahit. Tapis le long des ruisseaux, rivières et marais du Drakensberg, il est à la recherche de son repas. Il se nourrit d'amphibiens, comme le crapaud du Karoo qui se fond dans les berges rocailleuses. Parfois, malgré un excellent camouflage, la meilleure défense, c'est de battre en retraite. Tandis que la lumière du soir caresse la prairie, ses habitants se dirigent vers un abri. Les cigognes blanches doivent composer avec toute forme de terrain surélevé. Un arbre isolé fera l'affaire. Les voyageurs se réunissent en colonies informelles. Les babouins chacmas ont aussi besoin d'un toit. Ils retournent dans les grottes sécurisées de la montagne. Ce ne sont pas les premiers primates à utiliser des grottes pour abri. Au fil du temps, ils sont nombreux à avoir surplombé ce paysage dramatique. Formées au cours des siècles par un long processus d'érosion, ces cavités ont servi de refuge face aux éléments de la nature.
Pendant plus de 4000 ans, elles ont abrité les indigènes San, qui se sont adonnés à l'art rupestre. La collection la plus grande et prolifique d'Afrique. On recense plus de 600 sites et 35 000 dessins dans le seul Drakensberg. Les Bushmen ont été attirés par l'abondance du gibier des pâturages environnants. Les dessins rendent compte avec force détail de leur existence de chasseurs-cueilleurs. Parmi les animaux figurant sur ces peintures, l'élan a un rôle prépondérant. La quantité et la qualité des peintures d'élan est considérable, suggérant qu'ils étaient très importants dans la culture San. Alors que la plupart des autres animaux sont peints de façon monochrome, les élans, eux, sont déclinés dans plusieurs couleurs, avec des techniques d'ombre sophistiquées. Aujourd'hui, l'élan a encore un rôle central dans l'histoire du Drakensberg. Il est le mammifère le plus commun de cette zone, avec une population s'élevant à 2000 individus, soit 20% de la population sud-africaine. L'élan du Cap se déplace habituellement par troupeaux de 15. Même à distance, ce géant de 900 kg est reconnaissable entre tous. Sa taille unique et son imposant fanon autrefois apprécié par les Bushmen pour sa haute teneur en graisse confèrent à cet animal son statut d'icône. La montagne a protégé la vie à travers les âges. Mais à la fin du XIXe siècle, les San ont totalement disparu du Drakensberg. Ils ont été chassés par les colons européens, laissant derrière eux leurs peintures. Selon les données connues sur leur détérioration, la majorité des peintures rupestres qui ont subsisté dans le Drakensberg remontent aux 1000 dernières années d'occupation, ou tout du moins au dernier siècle. Aujourd'hui, elles offrent un aperçu du passé et rappellent aux vivants qui étaient ces gens qui ont vécu, survécu et se sont battus pendant des siècles sur ce territoire de l'extrême. Tandis que certains sont venus et repartis, d'autres sont restés et ont prospéré. Conquérir le Drakensberg n'est pas chose aisée, mais si elle est clémente, la montagne offrira asile et protection à ceux qui sont prêts à y vivre. L'imposant rempart de Lens est un formidable mais impitoyable paysage. Un territoire hostile à l'état sauvage, où règnent des conditions qui font de chaque jour un défi. Mais pour ceux qui sauront le relever, ils seront récompensés. Dans les recoins cachés de la montagne, une foule de créatures a trouvé refuge. Tandis que certains planent sur les cimes, d'autres vivent dans leur ombre.
S'étendant aussi loin que l'œil puisse voir, il est appelé rempart de lance non sans raison. Royaume de contraste, cet implacable territoire abrite également une vie si riche qu'il est l'un des plus grands trésors cachés d'Afrique du Sud.